Alors, ce soir, nous allons parler de la religion du progrès. Voilà. Alors, on pourrait penser que le terme religion du progrès est simplement là une expression métaphorique. Par exemple, Raymond Aron parlait des religions séculaires. Il avait désigné sous ce terme-là libéralisme, capitalisme, communisme. Pour lui, c'était des religions séculaires. Et il avait même filé la métaphore suffisamment loin, puisqu'il avait écrit un livre sur l'opium des intellectuels, qui est une référence à la religion et l'opium du peuple qu'on trouve chez Marx. Bon, alors on va essayer de voir s'il y a de religieux dans le progrès, et si ça fait partie de nos opiums contemporains. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais lire quelques textes, je suis désolé, mais il faut revenir au classique. On va parler de Condorcet et sa fameuse esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, qui est une sorte de philosophie de l'histoire. Et voilà, donc on arrive au dernier tableau. Il ne resterait enfin qu'un dernier tableau à tracer, celui de nos espérances, des progrès qui sont réservés aux générations futures, et que la constance des lois de la nature semble le rassurer. On est bien. Le progrès est assuré par la constance des lois de la nature. Il faudrait y montrer par quel degré ce qui nous paraîtrait aujourd'hui un espoir chimérique doit successivement devenir possible et même facile. Voilà, tous les rêves sont permis. Même les espoirs chimériques d'aujourd'hui vont devenir possibles et faciles. Pourquoi, malgré les succès passagers des préjugés et l'appui qu'ils reçoivent de la corruption des gouvernements ou des peuples, la vérité seule doit obtenir un triomphe durable? Par quel lien la nature a indissolublement uni le progrès des Lumières et ceux de la liberté, de la vertu, du respect pour les droits naturels de l'homme? Comment ces seuls biens réels, si souvent séparés, qu'on les a crus même incompatibles, doivent au contraire devenir inséparables dès l'instant où les Lumières auront atteint un certain terme dans un plus grand nombre de nations à la fois, et qu'elles auront pénétré la masse entière d'un grand peuple, dont la langue serait universellement répandue, dont les relations commerciales embrasseraient toute l'étendue du globe. Tiens, c'est pour les États-Unis, ça. Bon. Cette réunion s'étant déjà opérée dans la classe entière des hommes éclairés, on ne compterait plus dès lors parmi eux que des amis de l'humanité, occupés de concert d'en accélérer le perfectionnement et le bonheur. Fermez le banc, Voilà. C'est le tableau parfait du progressisme, dans toute sa splendeur. Universaliste, il n'y aura plus qu'une seule nation, au fond. Embrassé par le commerce, parce que quand même, il ne faut pas oublier, Condorcet, c'est le doux commerce, l'OMC peut-être, non, je ne sais pas. Et Trump est vraiment un sale type. Bon, et puis l'union de la vertu, des droits naturels, etc., etc., etc. Et tout ça dans un bonheur infini qui s'ouvre devant nous. Bon, alors, il y a quelqu'un qui avait déjà vu de quoi il s'agissait. C'est Cournot, Cournot qui est un mathématicien, philosophe, économiste, qui est mort, je crois, en 1871, quelque chose comme ça, qui a écrit sur les statistiques, qui a essayé de définir une notion à peu près sérieuse du hasard en sciences, par exemple. Cournot dit, à propos du progrès, aucune idée, parmi celles qui se réfèrent à l'ordre des faits naturels, ne tient de plus près à la famille des idées religieuses que l'idée de progrès, et n'est plus propre à devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autres. Elle a comme la foi religieuse la vertu de relever les âmes et les caractères. L'idée du progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection suprême, d'une loi qui domine toutes les lois particulières, d'un but éminent auquel tous les êtres doivent concourir dans leur existence passagère. C'est donc au fond l'idée du divin. C'est très bien vu, l'idée du progrès, elle est l'idée qu'il y a une finalité dans l'histoire du monde et dans la nature, et que cette finalité, c'est la providence divine. Et il ne faut point être surpris si chaque fois qu'elle est spécieusement invoquée en faveur d'une cause, les esprits les plus élevés, les âmes les plus généreuses se sentent entraînés de ce côté
il ne faut pas non plus s'étonner que le fanatisme y trouve un aliment et que la maxime qui tend à corrompre toutes les religions, celle de l'excellence de la fin justifie les moyens, corrompt aussi la religion du progrès. Voilà. C'est très clair et je trouve ce texte vraiment bien vu, parce qu'il prend le contre-pied, le progrès devait nous délivrer du fanatisme, il dit non, pas du tout, la croyance au progrès rend fanatique. Bon, alors, donc le progrès n'est pas seulement une religion métaphoriquement, hein, on peut dire que ou ça a été au moins une tentative de construire une nouvelle religion. C'est la tentative d'Auguste Comte, hein, grand progressiste devant l'Éternel, Auguste Comte et ses disciples, hein, qui va non seulement développer la doctrine du positivisme, hein, mais qui va essayer de créer une nouvelle religion. Et lui, il ne s'embête pas, il propose la création de la religion de l'humanité, qui aura ses temples et ses grands prêtres. Hein. Alors cette religion de l'humanité, elle viendrait, selon Auguste Comte, couronner le passage de l'histoire. Hein, dans l'histoire, on a commencé par l'âge religieux, ensuite on est passé à l'âge métaphysique, et enfin nous arrivons à l'âge positif. Le pire d'ailleurs pour Comte, c'est l'âge métaphysique. Comte déteste la philosophie classique et tous les métaphysiciens. Et on arrive enfin à l'âge positif. Il a eu des disciples, Auguste Comte. La religion de Comte a cependant fait flop assez vite. Hein, parce que toutes les religions séculaires, ça marche moins bien que les vraies religions. Et il a quand même eu une influence assez prolongée en Amérique latine. Oui, le Brésil. Au Brésil en particulier. Hein, bon. Alors, c'est encore Auguste Comte qui nous dit que la société doit être connue sur le mode scientifique. Hein, c'est-à-dire, en matière de connaissance sociale, c'est comme dans la physique, il faut passer enfin à l'âge positif. Cesser de se poser la question du pourquoi, c'est-à-dire des raisons, des buts, etc., pour se poser la question comment faire pour que ça marche bien. Hein, c'est pour ça qu'Auguste Comte développe l'idée qu'il faudra des ingénieurs sociaux, en quelque sorte. Hein. Et il faut donc introduire dans les sciences qui traitent des affaires humaines les méthodes qui ont si bien réussi dans les sciences de la nature. Pour Auguste Comte, il faut trouver, à partir de l'observation, de la coordination des phénomènes sociaux, les lois d'évolution de ces phénomènes. Alors, certes, les phénomènes à cette époque, hein, les phénomènes intellectuels et moraux de la vie individuelle, la psychologie autant que la vie sociale, sont encore mal connus, c'est l'imagination qui domine, hein, mais s'ils sont encore étudiés de manière anti-scientifique, eh bien, on va quand même essayer de changer ça et passer une véritable politique scientifique. Hein, Auguste Comte est le théoricien de la technocratie. Voilà. Alors, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour faire passer la science sociale à l'âge positif et par voie de conséquent, la politique, il faut se débarrasser en gros de la politique. La politique telle qu'elle existe à l'époque d'Auguste Comte, c'est-à-dire encore en partie au nôtre, la politique est fondée sur une grande illusion et sur l'ignorance. Hein, l'ignorance des lois fondamentales de la nature. Et donc, il faut arriver maintenant à créer une science politique qui soit basée sur l'observation des lois sociales. Et grâce à cette science politique nouvelle, eh bien, on pourra introduire aussi des méthodes qui permettront un véritable progrès. Oui. Oui, la grande illusion, c'est l'illusion que le politique peut décider. Voilà. Voilà. En fait, les sciences sociales, il faut se dire, obéissent au même principe que les sciences de la nature. Disciple d'Auguste Comte, Émile Durkheim, hein, par ailleurs un penseur tout à fait respectable, hein, Émile Durkheim dit que la sociologie se base sur le principe qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Hein, c'est l'idée de base, et au fond, il faut mettre hors circuit la psychologie individuelle.
Alors, la sociologie, ça pose des problèmes compliqués, tout ça, quand on arrive à cette idée-là. La sociologie, pensée de cette manière, hein, elle doit donc viser à une constitution organique de la société. La société forme un tout, et dans lequel il faut penser l'unité qui relie chacune des parties. Alors évidemment, dans une telle conception, il n'y a pas de place pour les conflits. Les conflits sont des aberrations. Si les gens s'opposent les uns aux autres, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris la vraie science. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les vraies règles de la société humaine. C'est un discours qu'on entend aussi fréquemment. Les gens ne comprennent pas. D'abord, il faut les rééduquer, ces gens qui ne comprennent rien, n'est-ce pas? Et le conflit n'est que le résultat de malentendus. Si on était arrivé au véritable âge positif, il n'y aurait plus de conflit. C'est pour ça aussi que les partisans du positivisme, comme Auguste Comte, s'opposent et à Marx, par exemple, et aux partisans du contrat social. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un contrat social tel qu'il est pensé par les grands penseurs classiques? C'est un moyen pour tenter de contrôler le conflit. Le conflit, il est toujours là dans la société. On propose le contrat social comme moyen de le contrôler. Mais tout ça, c'est aberrant du point de vue positiviste. Du point de vue positiviste, il faut voir la société comme un tout, comme une mécanique bien huilée. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de conflit dans votre moteur. Hein? Entre, je ne sais pas, le vilebrequin, les soupapes, tout ça. S'il y a conflit, ça va très mal. Eh bien, la société, c'est pareil. Et la sociologie, cette nouvelle science sociale que nous proposait Auguste Comte puis Durkheim, doit considérer la société comme un tout. Hein, et il s'agit de considérer la société comme un tout, et toutes les impulsions individuelles n'ont de sens que si elles sont reliées à ce tout. Hein, en termes savants, on va dire que c'est une conception holiste du social. Le social, c'est la totalité. Voilà. Bon. Excuse-moi, tu n'as pas expliqué ce que c'était que le positivisme. Je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. Ah oui, mais alors je n'ai pas expliqué ce que m'a dit. Le positivisme, c'est l'idée que, au fond, nous n'avons pas à chercher les raisons d'être des choses, ni leurs causes, mais à chercher simplement à savoir comment les choses se passent et selon quelles lois. Au fond, vous n'avez pas à vous demander pourquoi le monde existe, ni même quelle raison il a d'être, mais vous avez simplement observé les lois de la nature. Voilà, ça se passe comme ça. Hein, alors, tout ça pourrait sembler réservé à une philosophie pas du siècle dernier. Moi, je suis déjà assez vieux pour penser que le 19e, c'est le siècle dernier. C'est une erreur. Non. Ça nous arrive fréquemment, ce genre de choses. Bon, voilà. Mais pas du tout. Au fond, le progrès, c'est l'idole de notre temps. C'est l'idole de notre temps. Les Grecs, les Romains, vous le savez, adoraient la déesse des moissons, la déesse de la fortune, le dieu ou la déesse, ça dépendait de la guerre ou de l'amour. Nous adorons le dieu progrès. Voilà et le dieu progrès, il synthétise tous les dieux à lui tout seul, hein, tous ensemble. Par exemple, dans le dieu progrès, on va retrouver Héphaïstos, c'est-à-dire Vulcain, le dieu de la forge, des forces productives, de l'industrie, de l'énergie. Voilà, c'est le dieu de l'industrie. On va retrouver Esculape, hein, qui laisse la place au dieu de la médecine. Athéna, elle a bonne mine, hein, face aux obus de 155, aux drones et autres joyeusetés qui se déploient par les temps qui courent. Voilà. Et partout, le dieu progrès assure sa prééminence. Alors le dieu progrès fait partie des immortels, c'est pour ça que c'est un dieu, sinon ce ne serait pas un dieu. Pourquoi? Vous savez qu'il fait partie des immortels, parce qu'on n'arrête pas le progrès. Voilà, si quelqu'un vous dit, mais là, on pousse un peu, non, on n'arrête pas le progrès, il ne peut rien. Et le progrès ne s'arrêtera jamais, comme les dieux. Voilà. Et celui qui voudra entraver le progrès est un fou. Il lui arriverait ce qui arrive à tous les héros grecs qui ont voulu défier les dieux, ils finissent mal. Hein. Regardez ce malheureux Oedipe qui veut défier le destin que les dieux lui avaient donné, paf, il est obligé de se crever les yeux parce qu'il a couché avec sa mère, il a tué son père et autres vilainies du même genre. Voilà. Donc vous pouvez rien. Au fond, celui qui veut arrêter le progrès, il est aussi fou
que ces étudiants qui, en 1979, sur la place Tiananmen, se dressent debout face au char du communisme, c'est-à-dire du progrès en marche. Hein? Ils comptaient sur les arts martiaux. Ils pensaient que... n'a pas marché. Oui, voilà. Alors que le progrès soit divin, on nous le répète, hein. Par exemple, les mauvaises têtes qui allèguent que nous trouverons des limites à nos ressources. Bon, par exemple, ça c'est quand même un thème qui est un peu débattu par ces temps-ci, que bon, on peut continuer, mais pas éternellement. Il y aura bien un moment donné où il faudra s'arrêter, quoi. Par exemple, qu'on n'aura plus de pétrole. Bon, ça, il y en a encore, paraît-il, plein, plus que savoir en faire. On a de quoi fabriquer du CO2 pendant encore plusieurs millénaires, tranquillement, vu nos ressources de pétrole. Mais bon, qu'on n'aura plus d'énergie. Les grands prêtres du progrès ont la réponse toute faite. Nous aurons la fusion nucléaire. Vous connaissez cette réponse. Le progrès est illimité parce que nous aurons bientôt une énergie gratuite. On a trouvé le secret que cherchaient les philosophes et les savants depuis longtemps, le secret du mouvement perpétuel. Hein, le voilà. C'est la fusion nucléaire. Alors on pourrait dire ce que c'est la fusion nucléaire. Au fond, on reproduit en laboratoire ce qui se passe au sein du Soleil. Bon, alors ça suppose quand même, pour le mettre en route, ça suppose d'abord une grosse quantité d'électricité pour fabriquer les électroaimants qui contrôlent la fusion. Pour l'instant, on n'a fait que des fusions nucléaires en petits laboratoires et ça consomme bien plus d'électricité que ça n'en produit. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne affaire. Et puis il y a un deuxième petit problème, c'est que ça démarre comment la fusion nucléaire avec des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Les isotopes, c'est des atomes d'hydrogène, mais l'atome d'hydrogène de base, il y a un proton, un électron, et puis vous avez des isotopes, c'est-à-dire qui ont les mêmes propriétés chimiques, mais pas les mêmes propriétés physiques. Le deutérium, il a un proton et un neutron, et le tritium, il a un proton et deux neutrons. Le problème, c'est que quand vous utilisez ça dans la fusion nucléaire, proton et le deutérium et le tritium, eh bien, à la sortie, il ne reste plus que de l'hydrogène normal, de l'hydrogène plat, celui qui compose 99% de l'univers. Donc on vous dit l'hydrogène, il y en aura toujours, mais l'hydrogène utilisable, non. Bon, c'est pas grave, on trouvera une autre solution d'ici là, parce qu'à chaque fois que vous émettez une objection contre le progrès indéfini, on dit, mais c'est pas grave, on trouvera bien une solution. D'ailleurs, c'est dit, Condorcet le dit, aussi chimérique que cela soit, on trouvera des solutions. Bon, on nous annonce même que la mort ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir, quand même. J'y reviendrai la fois prochaine. Et la faim sera abolie grâce au progrès de l'agriculture industrielle et scientifique. Et ici, je ne peux m'empêcher de lire un extrait de texte que j'aime beaucoup, et je ne suis pas le seul, un discours de Marcellin Berthelot, grand chimiste français, dont le nom décore de nombreuses de nos rues. Hein. Marcellin Berthelot, à la Maison de la Chimie des lycées, oui, en 1894, voici ce qu'il dit, à propos de ce que nous promet la chimie. Dans ce temps-là, il n'y aura plus dans le monde ni agriculture, ni peintre, ni laboureur. Ce temps-là, l'an 2000 pour lui. Le problème de l'existence de la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Il n'y aura plus de mines de charbon de terre, ni d'industrie souterraine, ni par conséquent de grève des mineurs. Je trouve cet incident succulente, n'est-ce pas Le progrès est un jaune. Oui, le progrès est un jaune, il supprime les grèves en plus. Le problème des combustibles aura été supprimé par le concours de la chimie et de la physique. Il n'y aura plus ni douane, ni protectionnisme, ni guerre, ni frontières arrosées de sang humain. La navigation aérienne, avec ses moteurs empruntés aux énergies chimiques, aura relégué ses institutions surannées dans le passé. Vous avez vu, c'est un visionnaire. Les avions vont reléguer la guerre dans le passé. Le XXe siècle et le XXIe nous le montrent abondamment. Hein. Bon. Nous serons alors bien prêts de réaliser les rêves du socialisme pour que l'on réussisse à découvrir une chimie spirituelle qui change la nature morale de l'homme aussi profondément que notre chimie transforme la nature matérielle. Voilà bien des promesses. Comment les réaliser? C'est ce que je vais essayer de vous dire. Le problème fondamental de l'industrie consiste à découvrir des sources d'énergie inépuisables
et à se renouveler presque sans travail. Déjà, nous avons vu la force des bras humains remplacée par celle de la vapeur, c'est-à-dire par l'énergie chimique empruntée à la combustion du charbon. Mais cet agent doit être extrait péniblement du sein de la Terre, et la proportion diminue sans cesse. Il faut trouver mieux. Or, le principe de cette invention est facile à concevoir. Il faut utiliser la chaleur solaire, il faut utiliser la chaleur centrale de notre globe. Les progrès incessants de la science font naître l'espérance légitime de capter ces sources d'une énergie illimitée. Pour capter la chaleur centrale, par exemple, il suffirait de creuser des puits à 4-5 000 mètres de profondeur. Ce qui ne surpasse peut-être pas les moyens des ingénieurs actuels, et surtout ceux des ingénieurs de l'avenir. On trouvera là la chaleur, origine de toute vie et de toute industrie. Ainsi, l'eau atteindrait du fond de ces puits une température élevée et développerait une pression capable de faire marcher toutes les machines possibles. Sa distillation continue produirait cette eau pure, exempte de microbes que l'on recherche aujourd'hui à si grands frais, à des fontaines parfois contaminées. Connaissez déjà l'affaire Nestlé. À cette profondeur, on posséderait une source d'énergie renouvelée. On aurait donc la force présente sur tous les points du globe, et bien des milliers de siècles s'écouleraient avant qu'on éprouvât une diminution sensible. Voilà. Bon, je vous parle, il y a un autre passage du discours de Marcelin Berthelot, c'est sur l'agriculture. Quand il dit comment grâce à la chimie, on sera débarrassé de ces tas de fumier puants dans les cours de ferme, etc. Tout ça est une vraie merveille. Alors, on peut en rire aujourd'hui quand même, mais à l'époque, ils croyaient tous ça. Tous, presque. Mais le courant dominant... Parce que Marcelin Berthelot n'est pas du tout un illuminé. Tout ça, c'est des savants. Hein, des vrais. Bon, voilà. Bon. Alors, dans les illusions du progrès... pour vous dire que rien ne peut l'arrêter, hein. On pourrait penser que, vous savez que normalement, d'après toutes sortes de calculs et de théories, notre système solaire est voué à disparaître, et même le monde, dans quelques centaines de milliards d'années, le monde devrait disparaître complètement, être réduit à une grande masse sans chaleur et sans mouvement. Bon, alors comment... En attendant, dans 5 milliards d'années à peu près, on a des chances, si j'ose dire, que notre Soleil ait épuisé son carburant interne et gonflé énormément pour devenir une géante rouge, avaler tout le système solaire, donc toutes les planètes, tout ça serait... Et puis finalement terminerait sa carrière lamentablement comme une naine blanche. Bon, alors le problème, c'est que nous, on fait partie du truc. Voilà. Alors, on pourrait se demander, mais oui, il y a quand même une limite au progrès. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Si vous lisez un certain nombre d'auteurs, je pense par exemple à Stephen Hawking et quelques autres comme ça, ils ont trouvé des solutions. Alors, on ne peut pas empêcher le Soleil de devenir une géante rouge, hein, ça c'est impossible. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire? Ben, la Terre sera plus habitable, hein. Non. Parce que la température aura vraiment monté. Là, cette fois, le réchauffement climatique sera là et pour de bon. Hein. Alors, comment on peut faire? Alors, premier scénario, s'en aller vers une autre planète. Bah, il y a un célèbre dirigeant américain aujourd'hui qui dit une civilisation digne de ce nom ne peut pas se contenter d'une seule planète. Donc, il faut se préparer à aller sur une autre planète. Ou sur des planètes habitables. Alors là, on est en pleine science-fiction, mais Musk, il vous dit que non. Il y a même des gens qui sont déjà en train de préparer le voyage sur Mars. Bon, qu'ils aillent passer des vacances sur Mars, je leur souhaite bien du plaisir. En tous les cas, ils nous débarrasseront le plancher, ceux-là. Parce que les vacances sur Mars, moi, ça ne me tente pas vraiment, si vous connaissez un peu le climat de Mars. Bon. Voilà, donc, allez... Alors, évidemment, donc, dans notre système solaire, il n'y a pas grand-chose de très attrayant. Donc, qu'à cela ne tienne, on va aller dans une exoplanète. Des planètes qui seraient liées à d'autres étoiles à l'intérieur de notre galaxie, voire d'autres galaxies. Le problème, c'est que là, il faut quelques millions d'années pour y aller, sauf si on renverse les lois d'Einstein. Bon, c'est un peu ennuyeux. Alors, on peut aussi imaginer une méga-ingénierie. Par exemple, vous prenez la Terre, vous mettez des câbles, des bonnes fusées, puis vous la déplacez vers une autre orbite. Voilà. C'est une bonne solution, hein.
Alors on pourrait faire ça non pas avec des moteurs, mais en utilisant le principe de la fronde gravitationnelle. Vous savez, une fronde, on la fait tourner, puis au bout d'un moment, la pierre se barre. Et bien, pour les satellites, on fait ça. On utilise la fronde gravitationnelle. On fait tourner le satellite un certain temps, puis au bout d'un moment, on le lâche parce qu'il a pris assez de vitesse. Bon, on va faire pareil avec la Terre. Vous la laissez tourner un peu plus vite, puis pouf, on la propulse. Alors, on pourrait aussi créer des boucliers géants pour diminuer la chaleur qui pourrait atteindre la Terre. Et puis enfin, il y a une autre solution, qui elle aussi est testée, c'est de créer une Terre artificielle, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux dans lesquels l'humanité pourrait trouver refuge. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très sympathique, mais... Bon. Alors, pour l'instant, tout ça, c'est de la science-fiction, mais qui est débattue par des vrais scientifiques. Hein, c'est pas dans les romans de Philippe Kanjadik qu'on trouve ça. Mais on ne se moquait pas d'eux à l'époque, quand ils sortaient ces choses-là, Non, c'est des choses qui sortent aujourd'hui. Non, c'est la preuve. Musk, il n'est pas là par hasard. Oui, mais on se moque de lui. Non, tout le monde ne se moque pas de lui. On se moque si peu de lui que tout de même, il a concouru pour une large part à l'élection de Trump. Et bon, c'est vrai qu'il a payé les électeurs puisqu'il les a convaincus. D'accord, mais enfin, c'est un type sérieux, en fait. Ah ouais, bon. Non. Bon, alors, évidemment, vous pourriez vous dire, derrière ça, il y a une question beaucoup plus profonde. Parce qu'on peut se dire, c'est impossible, techniquement et tout. Alors, déménager, ça, c'est impossible. Déjà, même aller sur Mars, il n'est pas certain qu'on y arrive. C'est-à-dire, on peut envoyer un vaisseau, mais un homme qui revient sur Terre vivant, c'est pas sûr du tout. Ouais. En raison des radiations, etc. Bon. Et alors, Quel dommage. L'idée, c'est pas forcément oui, rester sur Mars. Alors là, oui, c'est pareil, après, il faut trouver le moyen. Alors, s'il y a de l'eau, c'est super, on pense qu'on pourra faire de la chimie. Marcelin Berthelot pourra venir exercer ses talents et on pourra se nourrir grâce à ce qui se passe sur l'eau. Voilà. Oui, il faut emmener son casse-croûte. Le problème, c'est que si on y reste, si on est quelques millions à y aller pour quelques millions d'années, ça va être compliqué. Il va falloir des grands congélateurs. Bon, alors, le progrès, donc la réponse à tout. Puis alors, il a évidemment ses grands prêtres, hein, comme toutes les religions. Et les grands prêtres, vous les voyez à la télé, ça s'appelle experts. Ils passent à la télé sur n'importe quel sujet. On vous sort un scientifique, c'est un expert, il dit la vérité. Hein, d'ailleurs, le mot vérité a une racine qui renvoie à l'idée de la parole qui vient d'un Dieu. Révérer. Hein, on révère les dieux. Et c'est la même racine que vérité. Bon. Alors, les experts, les experts, ils sont là, à la fois pour nous donner l'espérance du paradis et nous menacer de l'enfer si des fois on n'est pas sage. Hein, on les a vus, les experts, il y a quelques années, ils défilent à la télé, ils annonçaient de nouvelles merveilles pour la médecine, mais en même temps, ils nous promettaient l'enfer si on ne mettait pas son masque, si on prenait son café debout plutôt qu'assis, ou assis plutôt que debout, je ne me souviens plus quelle était la règle à un moment donné. Bref, ils sont là, les experts. Et sur tous les sujets, vous avez des experts. Et ils détiennent la vérité. Et l'idée qu'on puisse critiquer, qu'on puisse dire, voilà, tu es vraiment sûr de toi, c'est impossible. Vous êtes parmi, comment ça s'appelle maintenant, il y a des bouquins qui sont sortis sur la défense de la vérité scientifique. Il y a des commissions qui sont mises sur pied pour qu'on ne conteste plus la vérité scientifique. On entend des gens à la télé qui disent ça, oui. Oui, ce sont des dogmes. Ouais, bah oui, c'est des dogmes. La science est un dogme. Bon. Alors que le principe de base de la science moderne, c'est ce qu'on appelait la zététique. Et Kant insiste sur ce fait, la science elle est zététique. C'est-à-dire qu'elle ne tient rien pour vrai, absolument. Elle doit continuellement questionner. Oui, et douter. Et douter. Le doute est... Comment il dit Alain? Le doute est le sel de... Alain, il dit comment? Le doute est le sel de l'esprit. Et le sel de l'esprit. Voilà, j'ai trouvé la formule. Voilà. Bon. Alors, le progrès a aussi son histoire. Vous savez, toutes les religions ont une histoire.
On vous raconte l'épopée de Gilgamesh, on vous raconte comment c'est chez les hindous. Ça y est, ça me sort de la tête. Bon, ça, c'est le Mahabharata, etc. Et puis nous avons la Bible, n'est-ce pas, qui nous raconte une histoire qui passe par toute une série de phases, avec la sortie d'Égypte, par exemple, etc. Alors, le progressisme, il a aussi ses propres fables. Il nous raconte une histoire. Par exemple, nous avons même appris à l'école, malheureusement, l'idée qu'il y a eu un âge sombre, le Moyen-Âge. Ça, c'est l'horreur, le Moyen-Âge. Vous avez tous appris que c'était des temps sombres. Et que sont venus après la lumière. Bon. Et que la lumière a triomphé. Et même l'évolution des religions est présentée comme un progrès. On est passé du catholicisme, qui est encore semi-barbare, en tous les cas c'est Hegel qui dit ça, au protestantisme, qui s'est dégagé de la barbarie des religions antiques. Voilà. Bon, alors que tout cela, c'est un récit purement fabuleux, hein, l'idée que notre histoire est l'histoire d'un progrès. Ça, c'est à peu près aussi sérieux que l'histoire du gars qui a marché sur l'eau ou qui a multiplié les poissons, quoi. Bon, c'est une belle histoire, c'est bien. Moi, je suis pour qu'on multiplie qu'on fasse des pêches miraculeuses et que les gens aient plus faim. Si je l'interprète symboliquement, c'est bien. Mais je ne prends pas ça pour un récit au pied de la lettre. Eh bien, nous savons, par exemple, que le Moyen-Âge est un temps de progrès. Contrairement à ce qu'on a raconté, c'est un temps de progrès à tous égards, hein. Aussi bien techniquement, vous regardez la différence des techniques des artisans, par exemple, hein, en quelques siècles. Bon, les machines, elles commencent où? La machinerie, ça commence au 7e siècle. On commence à inventer des machines qui sont entraînées par la force de l'eau. Les moulins à forge. Les moulins à forge. Les moulins à foulon. Tous les moulins. Bon. Le gouvernail des tambours. Le collier d'attelage. Bon. Et puis, on en a des témoignages absolument extraordinaires de ces progrès. Nos architectes, comment ils ont fait pour construire les cathédrales? On est encore ébahis. Enfin, vous allez à Chartres, vous dites le Moyen-Âge, c'était une période d'obscurité. Enfin, bon, je dis Chartres, on peut en prendre toutes les grandes cathédrales gothiques. Bon, voilà. C'est aussi une époque d'ouverture au monde, parce que ça ne commence pas avec Christophe Colomb. Pour nous, Marco Polo, il vient bien avant. Il ramène quelque chose de très important, la recette des pâtes, quand même. Bon, c'est pas secondaire. Puis c'est aussi une époque de progrès intellectuel. Hein. Alors là, c'est pareil, ça aurait été un âge sombre dominé par la censure de l'Église qui brûlait tous les hérétiques. Baratin. La culture a été sauvegardée, notamment la culture antique, elle a été sauvegardée dans les monastères qui ont recopié les textes. Alors pas toujours très bien, ça c'est vrai. Ils ont recopié les textes. Et puis ils ont discuté. Et puis vous avez des débats au Xe, XIe, XIIe siècle dans le monde ecclésiastique qui sont absolument formidables et dont on retrouve l'importance aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le langage, par exemple? Ils ont beaucoup réfléchi à ces questions-là. Bon. Et puis la Renaissance, de ce point de vue, n'est pas une rupture, mais à certains égards, c'est l'accomplissement du Moyen-Âge, la Renaissance. D'ailleurs, comment séparer la Renaissance du Moyen-Âge? C'est très compliqué. Ça commence quand, la Renaissance? Si je vous dis 1320, c'est la Renaissance ou c'est le Moyen-Âge? En Italie, c'est la Renaissance qui est déjà en plein boom. Hein. Voilà. Zimbabwe, par exemple, on a maintenant, on le considère comme pas le début, mais une transition vers la Renaissance. Oui. Un des piliers. Oui, ils ont repris, et on peut regarder comment la peinture a évolué, comment toutes c'était. Bon, voilà. Pour modérer ces élans progressistes sur le Moyen-Âge, il y a un truc qui est régressif. Je connais des gens, hein, c'est le protestantisme. Au départ, le luthérianisme est une réaction anti-intellectuelle contre ce qui est en train de se développer dans le cadre du catholicisme. Et Luther était un obscurantiste de première classe. Bon, on va parler d'autre chose.
Alors après, le protestantisme, ça donne d'autres choses, parce que ça va entraîner des situations compliquées où, en fait, catholiques et protestants vont développer chacun leurs arguments, et l'ensemble va faire une modification radicale du paysage intellectuel. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de renverser son souverain ? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de prendre le roi, de le juger, de lui couper la tête ? Ce que feront d'abord les Anglais, et puis ensuite les Français. Vers les années 1400, ils se disputent tous, 1400, 1500, et les uns comme les autres, chacun pour attaquer son adversaire. Les protestants de leur côté, les catholiques de l'autre, disent un roi protestant et un roi catholique, c'est un roi qui n'a aucune valeur, donc on a le droit de le tuer. Bon, alors les deux donnent des arguments qui, au fond, justifient la désobéissance au pouvoir. Alors ça, c'est ce qui va se passer, mais c'est pas le fait du protestantisme, c'est le fait de ce combat qui va se mener. Bon, les chasseurs de sorcières ont été largement autant protestants que catholiques, même peut-être plus. En Europe, 80% des sorcières ont été brûlées en Allemagne et en Suisse germanique. Et au XVIIe siècle. Oui, et au XVIIe siècle en plus, pas au Moyen-Âge. La chasse aux sorcières. Alors, en France, il y a eu autant de sorciers que de sorcières brûlées, ce qui prouve qu'on était déjà égalitariste. Bon, voilà. Bon. Et puis toujours pour contester cette histoire du progrès, les Lumières ne sont pas toujours si lumineuses que ça, quand on regarde bien le détail. Là-dessus, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a un livre intéressant qui est le livre écrit par Georges Sorel, qui s'appelle « Les illusions du progrès ». Alors Georges Sorel, c'était un ingénieur, polytechnicien, qui, à sa retraite, s'est intéressé au mouvement social. Il était un défenseur des anarcho-syndicalistes français. Et il était pour la Révolution, hein, Sorel. Et en même temps, il écrit un livre sur les Lumières qui est assez ravageur, souvent injuste, mais un peu d'injustice ne nuit pas pour voir un peu plus clair des fois. Bon, voilà, Sorel. Toujours dans la série Progrès, le 19e est une époque de régression des mœurs. La liberté des mœurs est moins grande au 19e qu'au 18e. Hein, voilà. Et progrès des machines, les machines sont des machines à rendre les hommes esclaves. Aussi, c'est pas que ça, bien sûr, mais c'est aussi ça. On a visité il n'y a pas bien longtemps le musée de la mine à Leeuwarden, et vous apercevez que avec le machinisme, la condition des mineurs s'est dégradée. Hein, il vaut mieux attaquer avec sa pioche, après il y a le bruit, et puis la multiplication de la poussière, c'est-à-dire la silicose augmente. Voilà. Bon. Donc les machines ont été le moyen pour mettre les hommes, les femmes et les enfants au boulot jusqu'à 14 heures par jour. Hein, ça a été, dans un premier temps, l'esclavage généralisé. Bon. Alors, on peut contester mon contre-récit, mon anti-progrès, mais on ne peut pas le réfuter totalement. Voilà. Et si on admet une partie de ce que je viens de dire, eh bien, on voit que le récit progressiste n'est qu'une fable à destination des croyants. Encore une fois, un peu comme le fait de marcher sur l'eau. Sur la résurrection, je dirais rien, parce que, comme disait mon maître Spinoza, nul ne sait ce que peut un corps. Alors peut-être qu'il est vraiment ressuscité. Nul ne sait ce que peut un corps. Eh ben ouais. Donc il y a peut-être une explication parfaitement naturaliste à la résurrection. Bon, parmi les progressistes, on va noter que les socialistes aiment particulièrement le progrès. Les utopies collectivistes, par exemple, qui ont fait l'objet de livres qui étaient distribués au début du XXe siècle essentiellement, nous dessinent un monde d'experts, d'ingénieurs, une société complètement organisée, complètement planifiée. Et vous apercevez d'ailleurs, quand vous lisez cette littérature, il y a un livre qui leur est consacré, vous apercevez que le socialisme version soviétique n'est pas venu par hasard, il était déjà là, dans les écrits diffusés dans la bonne social-démocratie allemande en 1905. Voilà. Et puis je vais citer là aussi un texte, parce que ça vaut le coup.
j'ai cité un texte de Trotsky qui date de 1934, je crois, ou 1935, et qui s'adresse à des journalistes américains. Et il explique ce que le véritable gouvernement soviétique, pas celui de Staline évidemment, mais le véritable gouvernement soviétique pourra faire. Et voici ce qu'il dit. Le gouvernement soviétique américain, donc vous voyez, s'emparera sans état d'âme des institutions cruciales de votre système de production, les banques, les industries clés et les systèmes de transport et de communication. Car c'est là que les soviets américains peuvent produire de vrais miracles. La technocratie ne peut se réaliser pleinement que par le communisme. C'est Trotsky, ça. La technocratie ne peut se réaliser pleinement que par le communisme. Une fois que les mains oisives de la propriété des profits privés auront été extirpées de votre système industriel. Les propositions les plus audacieuses de la commission Hoover sur la standardisation et la rationalisation paraîtront bien mièvres par rapport aux nouvelles possibilités ouvertes par le communisme américain. L'industrie nationale sera organisée le long des chaînes de production de vos usines modernes automatisées en continu. La planification scientifique pourra être étendue à partir de chaque usine pour s'appliquer à l'ensemble de votre système économique. Les résultats seront prodigieux. Les coûts de production seront emmenés à 20% ou moins de leur niveau actuel, ce qui aura pour effet d'accroître rapidement le pouvoir d'achat de vos agriculteurs. À n'en point douter, les soviets américains organiseront leurs propres entreprises agricoles géantes, telles les écoles de collectivisation volontaire. Vos fermiers auront vite fait de voir s'il est à leur avantage de rester isolés ou de rejoindre la chaîne collective sans contrainte aucune. Là encore, c'est un monde merveilleux. Hein. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit si merveilleux que ça. Et dans le même article... L'exil au Mexique, non? C'est sa période d'exil là. Non, c'était avant. C'est avant. Ouais. Dans le même article, et alors ça c'est dit, alors que les imbéciles romantiques de l'Allemagne nazie rêvent de redonner sa pureté originelle, ou plutôt sa puanteur originelle, à l'antique race de la forêt noire européenne, vous les Américains, après avoir pris fermement possession de votre machinerie économique et de votre culture, vous appliquerez des méthodes authentiquement scientifiques au problème de l'eugénisme. D'ici un siècle, votre melting pot de race donnera naissance à une nouvelle espèce d'humains, les premiers à mériter véritablement le nom d'homme. Voilà, l'homme nouveau est là. Qui c'est qui l'a empêché d'aller plus loin, celui-là? Il y a des coups de piolet qui se perdent. Non, c'est intéressant parce que vous dites au départ, Trotsky, c'est l'anti-Staline, quoi. Ouais. C'est le contraire de tout ça, puis en fait, vous apercevez qu'il y a un fond commun. Bien sûr. Il y a l'homme nouveau. Et on doit fabriquer l'homme nouveau par les méthodes de la science et de l'industrie. Et ça, c'est le principe de base du totalitarisme, quel qu'il soit. Bon, alors, je vais m'arrêter là, hein, quand même. Conclusion. Conclusion, il vaut mieux sortir de la religion du progrès et procéder à un examen critique. Alors, critique, ça veut dire quoi? C'est on passe au crible. Hein, on a un tamis, puis on regarde ce qui reste et ce qui passe. C'est comme quand on cherche des pépites d'or, la ruée vers l'or. Il faut également se dire qu'il n'y a pas de progrès sans perte. Tout progrès se paye, parfois très cher. Et donc la question, c'est de savoir quelle perte on est prêt à tolérer pour un progrès. Coût-bénéfice. Oui, coût-bénéfice, pour parler de langage actuel. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, on les connaît, les antiprogressistes. Déjà, Platon trouvait que l'écriture, c'était une catastrophe parce que ça perdait les arts de la mémoire. Et puis, toi, tu trouves que Google, c'est une catastrophe. C'est toujours la même chanson. Mais non, pas du tout. À chaque fois, on a perdu quelque chose. Et jusqu'à quel point on est capable de perdre des choses importantes. Il y a aussi des éléments, et ça c'est le problème le plus compliqué, c'est que si on prend notre société comme un système technique, beaucoup d'éléments de ce système technique font justement système. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider d'en enlever un sans que ça touche tout le reste. Ça pose ça une véritable question. Et puis, dernier point, parce que ça j'aurai l'occasion d'y revenir,
il faut que nous apprenions à sortir de la honte prométhéenne. Qu'est-ce que c'est que cette honte prométhéenne? Eh bien, ça, c'est une invention d'un grand philosophe trop méconnu du siècle passé, parce qu'il est mort en 1992, je crois, qui s'appelait Günther Anders, qui a été le premier mari de Hannah Arendt, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et Anders écrit deux livres qui s'appellent Obsolescence de l'homme. Voilà. Et il dit qu'il s'est intéressé à des choses fondamentales. Il est un des premiers à le faire aussi systématiquement. Il s'intéresse d'abord à ce que signifiait la télévision. Et deuxièmement, il dit la nouveauté la plus importante, c'est la bombe atomique. Oui. Voilà ce que dit Engels. Alors, où est-ce qu'il parle de honte prométhéenne? Il évoque une visite qu'il fait d'une usine avec un ami à lui. Et puis alors l'usine, vous avez des machines, des robots qui font des tas de choses, et ça marche très bien. Et il dit, mon ami a éprouvé de la honte. Pourquoi est-ce qu'il est honteux? Parce qu'un humain n'arrive pas à être aussi parfait qu'une machine. Nous sommes honteux parce que nous ne sommes pas capables de calculer aussi vite que notre petite machine électronique. Nous sommes honteux parce que ChatGPT ou Grok, pour parler de Musk, vous donne des réponses avant même que vous ayez posé la question. Et partout, on essaie de nous imposer l'idée que nous sommes moins que les machines. Moins que les machines. Les publicités se font sur ce thème. La machine super puissante. Par exemple, il y a une société qui s'est lancée, qui produit toujours un logiciel de recrutement de personnel. Une société de RH. Et ce logiciel de recrutement personnel est, paraît-il, infaillible, il vous note. Il y a des petites sociétés qui s'en servent, genre France Travail, La Poste, la Banque Postale, etc. Et la publicité de cette société, c'est rendez-vous à la superpuissance de Swift. Swift, ça s'appelle SW3EFT. Voilà, vous devez avoir honte parce que vous n'êtes pas aussi puissant. Ne perdez plus votre temps à rédiger votre thèse avec vos petites mains. Vous sollicitez l'IA. L'IA va penser à votre place. Des profs de fac qui vont être contents. Voilà. Et Il y a des systèmes pour détecter si c'est oui. Voilà. Et il faut prendre conscience de ça et puis refuser cette honte prométhéenne. Voilà, nous sommes moins forts dans certains domaines que bien des machines, mais après tout, le gars avec sa pelle et sa pioche, il est moins fort que celui qui avec sa mini-pelle mécanique, hein, et qui peut creuser des tranchées en appuyant sur les boutons de sa pelle mécanique comme si c'était des manettes de son joystick. Et alors, ça devrait nous rendre honteux? Non. Donc il faut apprendre à sortir de cette honte et à accepter que nous soyons limités.